C'est bon. Alors, normalement, c'était celui-là d'abord, la prise en charge nutritionnelle. Désolé pour ce petit retard. Pourtant, je vais me faire tirer les oreilles parce qu'on avait révisé et ça marchait bien. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer deux courbes de croissance sur des situations assez extrêmes de grands prématurés avec un gros retard de croissance. Et je n'axerai pas ma présentation là-dessus, mais c'est pour vous dire qu'on peut effectuer une nutrition de qualité. Vous voyez cette petite fille qui était née en janvier 2017, 26 semaines, 480 grammes, taille à peine 30 cm, tour de tête 22 cm. Elle est restée jusqu'à peu près 43 semaines dans le service, et vous voyez qu'on est parti avec un poids très en dessous de -2 déviation standard, et que petit à petit, au cours du séjour, elle a rattrapé pour être dans les courbes. Donc, elle est sortie avec un poids normal, certes inférieur au 50e percentile, et un poids normal. On est parti avec un périmètre crânien qui était à -2 DS, et au retour à domicile, on a un périmètre crânien qui est sur la normale. Et par contre, comme c'est toujours le cas, et là on doit encore faire des efforts, on n'est pas arrivé à avoir une croissance correcte de taille. Autre exemple, cette petite Lily que je suis régulièrement, pareil, 26 semaines, 430 grammes. Vous voyez qu'en taille, on n'est pas bon. La même chose, le poids, on est dans la courbe, le périmètre crânien, on est dans la courbe. Et voilà donc Lola quand elle est née. Vous voyez, c'est une image qui est quand même assez impressionnante. Un aspect de grand prématuré avec un gros retard de croissance intra-utérin. La voici à l'âge de 1 an et la voici à 3 ans et à 4 ans. C'est une magnifique petite fille qui se porte comme un charme, qui fait le bonheur de sa famille, qui est heureuse. Et puis là, c'est un autre exemple. Donc ça, c'est une grande fille qui a 22 ans, donc qui est née en 1999 à 25 semaines et qui faisait 750 grammes. Et vous voyez qu'elle a une croissance qui est tout à fait normale. Donc, nous avons des challenges, c'est d'assurer une croissance qui se rapproche le plus possible de la croissance fœtale, c'est-à-dire environ 17 grammes kilo-jour. Et une fois que ces enfants sont nés, on doit éviter la survenue de ce qu'on appelle le retard de croissance extra-utérin. Donc ça, c'est un élément très important. Donc, bien évidemment, il faut surveiller régulièrement le poids, la taille et le périmètre crânien. Point important, démarrer, quel que soit l'âge gestationnel et le poids de naissance, le plus vite possible l'alimentation entérale. Et je peux vous assurer que c'est possible, y compris pour des enfants de 450 grammes, y compris pour des enfants instables. Il faut des toutes petites quantités, et comme on avait l'habitude de dire avec mon maître de professeur Salle, tout cela pour arroser, entre guillemets, les entérocytes, pour favoriser la maturation du système digestif, pour favoriser la sécrétion de toutes les hormones ou facteurs humoraux digestifs, permettre le développement de l'intestin. Donc il faut démarrer le plus vite possible. Quitte à faire des paniers, mais il vaut mieux rester quelques jours avec une toute petite quantité de lait que quelques jours sans rien du tout. Et en effet, on sait qu'il existe des liens prouvés entre la qualité et la précocité de la nutrition et le devenir à long terme. Donc voici ici une publication qui est déjà un petit peu ancienne et qui a comparé deux modes d'alimentation. Une alimentation avec des laits plutôt considérés comme standards ou une alimentation avec une politique un petit peu plus agressive et plus de calories. Et vous voyez par exemple que quand on regarde le quotient intellectuel visuel à l'âge de 8 ans, il y a une différence qui est statistiquement significative. Alors vous me direz, 104 ou 109, on s'en fout un peu, et probablement on s'en fout un peu, je ne sais pas quelle est la différence, et vous voyez que quand on est à la fois sur l'échelle verbale, performance, et sur un quotient intellectuel global, on peut gagner quelques points. Alors l'objectif, ce n'est pas de gagner quelques points, mais c'est surtout d'éviter qu'on ait une proportion trop importante d'enfants qui soient avec un quotient intellectuel qui est inférieur à -2 déviations standard. Après qu'on ait 105 ou 108, ça n'a pas forcément trop d'importance. Mais ça prouve quand même qu'une nutrition dite agressive a un impact direct sur le fonctionnement cérébral et les capacités intellectuelles. Et puis on connaît, depuis les travaux de David Barker, qui remontent au début des années 90, donc plus de 30 ans maintenant, qu'il existe une corrélation entre d'une part un
petit poids de naissance et un risque cardiovasculaire à l'âge adulte, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, et d'autre part, ce même risque apparaît qu'il y ait un retard de croissance intra-utérin ou un retard de croissance extra-utérin. Et enfin, on sait qu'il existe ce risque augmenté lorsque le rattrapage en poids à une certaine période critique du développement devient excessif par rapport à un développement en taille. Et ce n'est pas pendant la période néonatale, mais c'est probablement après le retour à domicile, c'est-à-dire lorsque les enfants arrivent à un âge corrigé qui correspond grosso modo à celui du terme. Et là, c'est une magnifique étude finlandaise et qui montre, vous voyez, la prévalence des affections cardiovasculaires à l'âge adulte en fonction de l'âge gestationnel, donc les grands prématurés, et les prétermes, c'est-à-dire les 34-36 semaines, et un groupe contrôle d'enfants à terme. Et si l'on considère que dans la population finlandaise standard, il y a parmi les enfants à terme un risque de 7% d'hypertension, il est de 14% chez les enfants très prématurés, et quand même il est augmenté de près de 50% chez les enfants moyennement prématurés. On retrouve la même chose pour l'obésité, le syndrome métabolique global caractérisé par sa résistance à l'insuline, et si on regarde un index d'imprégnation lipidique du foie, ce sont les mêmes constatations. Ce travail a été publié par Jean-Charles Picot, qui travaille à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui est un des spécialistes français et internationaux de nutrition du nouveau-né et du prématuré, et qui a montré l'intérêt d'une fortification des enfants nourris au lait maternel, ce qui est la recommandation standard, avec en particulier des protéines. Vous voyez qu'il est parti, je ne rentrerai pas dans les détails, sur une population d'enfants de 27 semaines, 780 grammes, dont 18% a un retard de croissance intra-utérin. C'est une population favorisée puisqu'on a 100% de corticothérapie anténatale. Et vous voyez que le début de la nutrition entérale s'est fait dès le premier jour de vie en valeur médiane, avec des extrêmes allant de 1 à 3, que le moment où le rythme standard d'alimentation entérale a été atteint, il est à 22 jours de vie en valeur médiane, avec une durée d'alimentation parentérale également de 22 jours, et que les fortifications à base de protéines du lait maternel ont été introduites en moyenne à 34 jours de vie, c'est-à-dire environ à 33 semaines d'âge corrigé, alors que les enfants pesaient en gros 1300 grammes. Et quand on regarde cette diapositive qui est extrêmement importante, puisqu'elle va nous montrer les variations de Z-score lors des 3 premières semaines de vie, en poids, en taille et en périmètre crânien. Et vous voyez qu'il y a une petite diminution pendant la première semaine de vie du Z-score par rapport au poids de naissance, et qu'à 2 semaines de vie et à 3 semaines de vie, ces enfants ont grossi en termes de poids. S'il y a une perte en taille qui est plus importante pendant la première semaine de vie, on a un rattrapage pour que finalement à 3 semaines de vie, on se situe au même niveau de Z-score que la taille à la naissance. Et pour le périmètre crânien, on a une augmentation comme le poids avec à la 2e et à la 3e semaine de vie. Donc c'est la preuve qu'un apport correct permet d'éviter le retard de croissance intra-utérin, permet d'assurer une croissance en poids et en périmètre crânien satisfaisante pendant les 3 premières semaines de vie. Rappelons-nous la composition du lait maternel, qui est l'aliment idéal, bien évidemment, de tout nouveau-né à terme, mais également de l'enfant prématuré, et que les concentrations de protéines, lorsqu'il y a une naissance prématurée, sont très importantes à la naissance, c'est 19 grammes par litre, 1,9 g pour 100 ml. Pour le lait mature, c'est 1,5 g. Et lorsqu'il s'agit d'un enfant à terme, c'est 12 g par litre ou 1,2 g pour 100 ml. Il y a moins de variations de la composition lipidique et glucidique. Et par contre, les calories, c'est pas tout à fait pareil, puisque le lait, lorsqu'il y a une naissance prématurée, le lait de transition apporte 660 kcal par litre. Le lait mature 690, alors que pour un nouveau à terme, c'est un petit peu plus faible, et la teneur en sodium décroît également avec un apport important de sodium dans le lait de mère qui vient d'accoucher de l'enfant prématuré, et ce qui est logique, ce qui correspond aux besoins physiologiques élevés d'un enfant prématuré en sodium compte tenu de son immaturité rénale et des pertes rénales. Donc,
On sait depuis les travaux à la fois de Bernard Salle, député à Lyon, Jacques Santerre et Jacques Rigaud en Belgique et Philippe Chessex au Canada, donc depuis les années 76, c'est-à-dire que ça va faire 46 ans, qu'il faut supplémenter le lait maternel pour les enfants prématurés. Mais attention, il y a dans le commerce plusieurs possibilités de supplémentation et les compositions ne sont pas les mêmes. J'en ai pris deux, je ne donne pas les noms volontairement pour ne pas être taxé de vouloir faire de la promotion ou de la critique de quoi que ce soit. Vous voyez qu'avec ce produit A, pour 100 grammes, on a un apport de calories de 347. Et pour le produit B, c'est 338. Donc ça fait relativement peu de différence. Mais vous voyez qu'ici, il y a un taux de protéines qui est relativement faible, et là, un taux de protéines qui est 3 fois plus élevé. 82 grammes de protéines pour 100 grammes. Le taux de glucides dans celui qui est relativement pauvre en protéines est très élevé, et dans celui qui est très riche en protéines est beaucoup plus faible, et les deux sont très pauvres en lipides, et avec des compositions relativement proches de sel minéraux. Là, je prends volontairement des produits que je vais nommer par le nom, et notamment, on a la possibilité de supplémenter avec du Fortema en France. Donc voici la composition du Fortema. Si on le rajoute au lait maternel, avec des concentrations de 2%, 3% ou 4% pour 100 ml de protéines. Donc, enrichir le lait maternel, c'est bien, mais quel produit utiliser? Et donc, c'est important de bien connaître la composition pour éviter de ne pas suivre les recommandations de la Société européenne de gastroentérologie et pédiatrie. Je vous ai mis ici, de façon volontairement cachée, la composition d'un certain nombre de laits que l'on peut donner pour les prématurés. Vous voyez que, par exemple, on a, pour ce qui est des calories, des variations qui vont de 73 à 80 kilocalories pour 100 ml, avec des taux de protéines qui sont extrêmement élevés pour ce lait B, mais qui sont très utiles dans la période initiale pour les enfants prématurés qui sont hospitalisés en néonatologie, qui ont besoin de protéines et qui ont besoin de calories. Si vous n'avez pas de calories, on ne va pas agir, et si vous n'avez pas de protéines, on ne peut pas faire de synthèse. Or, c'est une phase de croissance cellulaire, et pour une croissance cellulaire de qualité, donc une croissance en poids et en périmètre crânien, il faut des calories et des protéines. Donc, le message que je veux faire passer est que les laits obéissent bien évidemment à des recommandations internationales dans leur proposition, mais nous devons les adapter à chaque situation particulière. Et donc, lorsque l'enfant est prématuré, en particulier très prématuré, en période initiale, s'il ne peut pas être alimenté avec du lait maternel, eh bien, il faut choisir des laits qui soient riches en protéines et riches en calories jusqu'à un certain poids. Alors, est-ce que c'est 1700 grammes, 1800 grammes, peu importe, je ne rentrerai pas dans les détails. Et pour finir rapidement, je vais vous donner notre protocole d'alimentation, mais c'est un protocole parmi d'autres, ce n'est pas la Bible, bien évidemment, mais c'est ce que l'on fait dans le service depuis des années et des années. Pour un poids de naissance de 12 à 1500 grammes, on commence par 8 repas de 3 ml. Si c'est 15 à 1750, c'est 8 x 4. Si c'est 1750 à 2100, c'est 8 x 5. Et si c'est 2100 et plus, c'est 7 x 10. Et l'objectif est d'augmenter les apports pour avoir un apport standard quotidien qui est de l'ordre de 160 à 170 ml par kilo et par jour. Nous insistons sur la nécessité d'une mise au sein précoce. Je n'ai pas corrigé la diapositive, mais maintenant on le fait avant 29 semaines, on peut le faire dès 27 semaines, à condition que l'enfant soit un minimum stable. On va utiliser le lait de la propre mère, soit du lait cru, soit du lait de lactarium, et on insistera sur les TT et TT contact probablement dès 31-32 semaines. C'est vrai que nous avons la chance de bénéficier dans le service de la présence maintenant à mi-temps une conseillère en lactation, ce qui fait que nous avons un taux d'allaitement dans le service qui est d'au moins 65%. C'est des données anciennes, je pense que il me semble que c'est un petit peu plus actuellement, et donc c'est important de se dire que des mamans d'enfants prématurés peuvent, avec un certain nombre d'aides et de conseils, peuvent avoir un taux d'allaitement qui est important. Nous essayons de garder le lait maternel, que ce soit le lait de propre mère ou le lait anonymisé, jusqu'à un poids de 1700 grammes.
La supplémentation de ce lait maternel débute dès lors que les apports sont d'environ 80 à 100 ml par kilo et par jour, avec jusqu'à il y a 3 mois, on avait le protocole Fortema 1%, puis 2%, puis 3%, et depuis 3 mois, on utilise le Fortiprem, qui a une composition protéique calorique et lipidique, en particulier lipidique, qui est différente, ce qui évite de rajouter en plus des produits lipidiques. Rapidement, comment faut-il surveiller l'alimentation? Faut-il rechercher les résidus? Non, ça n'a aucun intérêt. Ça ne permet, de façon systématique, ça ne permet en rien de prévenir les entérocolites nécrosantes. Si vous avez un enfant qui a des troubles digestifs, oui, il faut surveiller les résidus. Mais si vous avez un enfant qui va bien, ne surveillons pas les résidus. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de surveiller l'aspect de l'abdomen. Est-il ballonné ou pas? Les selles, est-ce qu'il y a suffisamment de sel ou au contraire pas assez? Est-ce qu'elles sont liquides ou pas liquides? Et puis, est-ce qu'il y a des régurgitations ou des vomissements? Alors, une petite régurgitation de temps en temps, c'est pas grave, mais quand un enfant se met à régurgiter plusieurs fois par jour, attention. Bien évidemment, suivre la courbe de poids et céder par la détermination de l'urée. Quand vous avez l'impression que vous avez un apport à la fois quantitatif et calorique qui est suffisant et que l'enfant ne grossit pas, il faut regarder le taux d'urée. Si le taux d'urée est bas, il faut le supplémenter en protéines et avec les calories nécessaires, parce que ça veut dire qu'il n'est pas capable d'assurer une croissance avec la prescription diététique que vous avez faite. Donc, la nutrition de l'enfant, c'est très important. Bien évidemment, l'alimentation parentérale, je ne l'ai pas développée volontairement parce que je sais que les difficultés que vous venez de rappeler au Maroc, mais on ne peut pas faire une bonne prise en charge d'enfants très prématurés si on n'arrive pas à avoir une alimentation parentérale de qualité. L'alimentation parentérale de qualité, ça veut dire que dès le premier jour de vie, on fait un apport intraveineux de 2 grammes kg de protéines, de 0,5 ou 1 gramme kg de lipides, et que l'on va augmenter ces éléments jusqu'à atteindre environ 3,5 voire 4 grammes kg de protéines par mois intraveineuse, et probablement autour de 3 grammes par kilo jour de lipides par voie intraveineuse, en montant les sucres jusqu'à 15 ou 16 grammes kilo jour, et des apports en électrolytes qui sont adaptés. Donc ce sont des prescriptions individualisées, bien évidemment qu'il y a une règle de base. La règle de base, elle est objectivée, elle est nécessaire parce qu'il y a des recommandations internationales et qu'il faut que dans un service tout le monde fasse la même chose, mais on doit les individualiser à des besoins spécifiques. Et là où nous avons, nous pédiatres, en particulier les néonatologues, un rôle fondamental, c'est dans les conseils alimentaires après le retour à domicile. Quand l'enfant est à l'hôpital, il doit grossir, parce que s'il ne grossira pas, sa taille ne pourra pas augmenter, son périmètre crânien n'augmentera pas. Mais lorsqu'il est à la maison, on n'a pas besoin d'avoir une courbe de poids qui soit trop rapide. Donc c'est inutile de prolonger les laits à fort apport calorique et protéique. Parce que là, on va avoir un décalage entre une courbe de poids qui continue à être presque verticale et une courbe de taille qui ne suit pas. Et donc forcément, on va avoir un décalage masse grasse, masse maigre, et c'est ce qui fait le lit de la résistance à l'insuline. Et si vous avez un enfant qui a une croissance en taille normale, voire même une croissance de rattrapage, et qui n'a pas la même qualité de croissance en poids, ça n'a aucune importance. Je ne connais aucune maladie pédiatrique qui donne une faible croissance pondérale malgré une belle croissance naturelle. Si votre enfant grandit, c'est qu'il va bien. S'il ne prend pas de poids et qu'il ne grandit pas, c'est embêtant. Mais s'il grandit régulièrement, même s'il ne prend pas beaucoup de poids, ce n'est pas grave. Il est simplement mince et il faut le respecter. Et si à ce moment-là, on n'arrive pas à raisonner la famille, si on n'a pas les conséquences nécessaires, on va forcer une alimentation, l'enfant va prendre du poids, il va faire de la masse grasse et il est à risque de syndrome métabolique avec toutes les complications à l'âge adulte. Et bien évidemment, le lait maternel, c'est indispensable, le plus possible, mais n'oublions pas de le fortifier. Je vous remercie de votre écoute. Merci, professeur Olivier Clarisse, pour cet exposé vraiment didactique, clair et très pratique. Donc on va enchaîner avant de prendre les questions en fin de session. Merci. D'accord. Alors, donc, le retard de croissance. Je vais citer 2 conférences de consensus. Une conférence de consensus internationale, 2003. On voit pas votre diapo, je suis désolé. On voit pas votre diapo. Pardon, alors, j'ai dû oublier de partager l'écran. Top.
Hop, écran partagé. Voilà. Je ne suis pas très doué, hein. Donc, 2 conférences de consensus. La première est une conférence de consensus internationale 2003. Donc, qui apportait un certain nombre de définitions. La définition que tout le monde connaissait depuis longtemps, small for gestational age, petit pour l'âge gestationnel, qui se définit normalement par un poids ou une taille en périmètre crânien, peu importe, inférieur à moins 2 déviations standard. Pourquoi moins 2 déviations standard et qu'est-ce que ça signifie? Le poids, comme la taille et le périmètre crânien, ont une distribution gaussienne, c'est-à-dire qu'on a la courbe habituelle qui part comme ça, et vous avez une population qui est considérée comme ayant des paramètres normaux lorsqu'elle est située entre moins 2,5 et plus 2,5 déviations standard. Or, et donc entre 2,5 et 97,5e percentile, ce qui correspond à moins 2 déviations standard. Dans la littérature, depuis très longtemps, on a vu apparaître différentes définitions, 10e percentile, 5e percentile, 3e percentile. Que l'on puisse dire qu'un enfant qui est inférieur au 10e percentile n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un enfant qui est au 15e ou 20e percentile, je suis d'accord. Mais il y a des définitions qui sont statistiques et qu'on devrait respecter. Et c'est comme la définition de la fièvre. À partir de quand a-t-on de la fièvre? Est-ce que c'est 37,8 ou est-ce que c'est 38? Si c'est 38, ça veut dire qu'à 37,8, c'est pas de la fièvre. À partir de quand a-t-on une hyperglycémie? Est-ce que c'est supérieur à 5 millimoles par litre ou pas? Pareil pour l'hypoglycémie. Donc à un moment donné, il faut se baser sur quelque chose de consensuel. Or, une des explications qui a fait que le 10e percentile a été choisi plutôt que moins 2 déviations standard est que les populations étaient plus importantes. Et forcément, vous avez plus d'enfants inférieurs au 10e percentile qu'inférieurs au 2,5e percentile. Mais ce n'est pas très scientifique comme approche, peu importe les détails. Cette conférence de consensus 2003 a bien évidemment insisté sur la nécessité d'avoir recours à des courbes de référence, bien évidemment, qui pourraient être considérées comme spécifiques d'un pays, d'une ethnie et du sexe. Le sexe, certainement, le pays, l'ethnie, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Et point très important sur les naissances multiples. Voilà ce que disait cette conférence de consensus. Bien qu'une grossesse multiple soit une cause de diminution du poids de naissance par insuffisance placentaire, par exemple, les mêmes standards doivent être proposés pour ces enfants en termes de taille, poids et croissance de rattrapage. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est jumeau, dont le poids attendu est de 3300 grammes et qui pèse 2500 grammes, il ne faut pas mettre ce poids sur une courbe spécifique de jumeaux, il faut la mettre sur une courbe standard. Génétiquement, il était programmé pour peser 3300 grammes, comme il est jumeau, il ne fait que de 1500 grammes. Il n'a donc pas eu la croissance qu'il aurait dû avoir parce qu'il est jumeau. Donc ça, c'est un point très important. Donc, peu importe cette diapositive sur les causes du retard de croissance. 2013, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français se penche sur le travail des courbes fétales, des courbes néonatales et des définitions. Et voici les définitions qui ont été proposées par le Collège en 2013. Qu'est-ce que c'est que le petit poids pour l'âge gestationnel? On appelle ça maintenant PAC. Et bien, PAC, c'est l'équivalent français du SGA, Small for Gestational Age, ce qui est défini par un poids isolé, une estimation pondérale soit de l'utéro, soit un poids de naissance, qui est inférieur au 10e percentile. Donc ça, c'est le rapport professionnel. Je suis en désaccord avec cette définition, mais peu importe. Et ils ont dit qu'un PAC sévère était inférieur au 3e percentile. Le RCU, qui est, disent-ils, l'équivalent français du terme anglais de Fetal Growth Restriction ou du terme anglais Intrauterine Growth Retardation, correspond le plus souvent à un PAG associé à des arguments en faveur d'un défaut de croissance pathologique, infléchissement sur au moins 2 mesures à 3 semaines d'intervalle. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que RCU, c'est effectivement l'équivalent de IUGR, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que Fetal Growth Restriction. Parce que qu'est-ce que c'est réellement qu'un retard de croissance intra-utérin? C'est une anomalie de la croissance pendant la vie intra-utérine, avec par exemple
un poids fœtal estimé au 50e percentile qui va passer au 20e percentile, mais qui ne préjuge en rien du poids de naissance. S'il est au 20e percentile, cet enfant va naître avec un poids de naissance normal, il ne sera pas PAG puisqu'il est au 20e percentile, mais il a bien subi un retard de croissance in utero. Sa croissance s'est bien altérée, et le simple fait qu'il ait subi un retard de croissance in utero peut le mettre dans une situation à risque métabolique. Je reviendrai après. Donc, les enfants PAG, un enfant de petit poids de naissance, il y a deux possibilités. Soit il est constitutionnellement mince, parce qu'il est constitutionnellement mince, vous avez une maman qui fait 1m58 et 52 kg, et bien cet enfant, il sera constitutionnellement mince compte tenu des paramètres de sa maman, bien évidemment. Soit il est PAG parce qu'il est d'emblée trop petit par rapport à sa croissance génétiquement programmée compte tenu des paramètres maternels, soit parce qu'il a effectivement subi un retard de croissance intra-utérin. Et donc, dans un but de simplification, le collège a souhaité que l'on supprime les dénominations hypotrophes, et ça c'est parfaitement légitime, et cette vieille notion de RCU symétrique ou asymétrique qui finalement n'a aucune valeur en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte plus importante du poids que de la taille, mais ça c'est pas l'élément qui est le plus important, c'est le mécanisme qui aboutit à l'anomalie de croissance qu'il est intéressant de connaître. Le collège dit également les courbes de poids de naissance ne sont pas adaptées au repérage des PAG ou petits âges gestationnels en raison des pathologies liées à la prématurité. Et ça, c'est vrai, c'est un problème. Qu'est-ce que l'on va prendre comme courbe néonatale? Idéalement, il faut prendre tous les enfants qui naissent à 28 semaines et le poids de naissance à 28 semaines, tous les enfants qui naissent à 29 semaines et le poids à 29 semaines, etc., etc. Parce que si vous prenez en 28 semaines et que vous le suivez et que vous dites, ben voilà, à 29 semaines, il pèse tel poids et c'est le poids de référence, non, c'est faux. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre 28 et 29 semaines. Donc ça, c'est un élément effectivement tout à fait justifié. On ne peut pas tracer des courbes de référence néonatale à partir de l'évolution d'un enfant donné. Ces courbes de référence néonatale, elles doivent être tracées à partir du poids de naissance observé à chaque âge gestationnel. C'est la raison pour laquelle ils disent les courbes in utero représentent plus fidèlement la croissance physiologique. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il peut y avoir des altérations de croissance. Quels sont les éléments qui vont influencer le poids d'un enfant? Le sexe fœtal, oui. La taille maternelle, oui. Le poids maternel avant grossesse, oui. Et l'origine ethnique, pas forcément, et je vous dirai pourquoi. Si l'on utilise des courbes non différenciées par sexe, à ce moment-là, on va suspecter préférentiellement un faible poids chez les filles. Ce sera des faux positifs par rapport aux garçons, et à l'inverse, on va ignorer les garçons qui seront là, pour le coup, des faux négatifs. Donc on ne peut pas travailler sans courbe de poids individualisée pour le sexe, mais nous, les pédiatres, nous le savons bien, puisque en post-natal, on l'utilise depuis des années et des années et des années. En tout cas, quand j'étais même externe dans les années 70, on avait déjà des cours individualisés pour les petits garçons et pour les petites filles. Alors évidemment, maintenant qu'on utilise le pronom IEL, ça va devenir compliqué, peut-être qu'il faudra faire des courbes indéterminées, mais ça c'est un autre travail, et je vous laisse réfléchir à ce magnifique sujet. Les courbes ajustées individuelles de croissance fœtale associent croissance in utero et ajustement sur la taille, le poids de la mère, la parité, le sexe fœtal. Et ça, ce sont les courbes individuelles, et à partir du moment où on utilise ces courbes individuelles, c'est là où on peut utiliser le terme de restriction de croissance fœtale, parce qu'on tient compte de ces facteurs individuels. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Quels sont les facteurs de risque? Un antécédent de petit poids de naissance multiplie par 4 le risque d'avoir de nouveau un petit poids de naissance. L'âge maternel de plus de 35 ans augmente le risque d'un facteur de 3 par rapport aux femmes de 20 à 30 ans. La primiparité et la grande multiparité, c'est un risque multiplié par 2. L'hypertension artérielle chronique ou la prééclampsie, bien évidemment, sont également des facteurs de petit poids pour l'âge gestationnel, de même qu'un diabète préexistant à la grossesse avec atteinte vasculaire. Le tabac, c'est connu. Le risque est multiplié par 2 à partir d'une consommation de 10 cigarettes par jour.
La consommation alcoolique, bien évidemment, les drogues récréatives, risques multipliés par 3, et puis bien évidemment, lorsqu'il existe chez la maman soit une insuffisance pondérale, soit à l'inverse une obésité, et l'on sait également le rôle des niveaux socio-économiques défavorisés. Quelles sont les conséquences? Donc, il y a des conséquences à tous les niveaux. Sur le plan cognitif, les enfants PAG et RCU ont un risque plus élevé de déficit cognitif mineur, de symptômes d'hyperactivité et d'inattention à l'âge de 5 ans. Chez les enfants de moins de 28 semaines, les effets de la prématurité sont plus marqués que ceux dus au retard de croissance. Je vous ai déjà parlé dans ma présentation précédente du risque de syndrome métabolique. La plupart de ces enfants ont un rattrapage qui se fait en général entre 6 mois et 1 an, mais pour les plus petits, les plus prématurés, le rattrapage peut se poursuivre jusqu'à l'âge de 4 ans, voire 5 ans. Et en fait, moins de probablement 8% ou à 5% vont garder une petite taille définitive et nécessiteront un traitement par l'hormone de croissance. Enfin, point très important, chez les adultes nés PAG, les études n'ont pas mis en évidence de répercussions pour ce qui concerne la qualité de vie, l'insertion professionnelle et l'estime de soi. Ce n'est pas parce qu'on est PAG qu'on sera moins bien dans ses baskets dans la vie ultérieure. Et donc, les définitions qu'il faudrait notamment retenir, malheureusement, il n'y a qu'une minorité de praticiens dont je fais partie, ce n'est pas les définitions de Clarisse, mais c'est les définitions d'un groupe de travail qui ne sont pas retenues de façon trop consensuelle. Et donc, le PAG, le SGA, qu'est-ce que c'est? C'est un poids ou une taille ou un périmètre crânien qui est inférieur à une limite statistique donnée par des courbes de référence pour l'âge gestationnel et pour le sexe. Le retard de croissance intra-utérin, c'est l'altération de la croissance in utero, c'est-à-dire qu'on perd 5, 10, 15, 20, 25, 30 percentiles, quel que soit le poids de naissance. Donc on peut avoir un RCU sans PAG ou un RCU avec PAG. Donc ça, c'est un terme que l'on devrait réserver uniquement à ce qui se passe avant la naissance. Et enfin, la restriction de croissance fœtale, c'est une anomalie de croissance au cours de la vie intra-utérine par rapport au potentiel génétique. Et le potentiel génétique de croissance d'un enfant, il est déterminé par l'âge de la mère, par la parité de la mère, par sa taille et par son poids habituel. Pour des raisons scientifiques que je ne connais pas, le poids, ou tout du moins la taille du père, n'a pas d'influence sur les paramètres anthropométriques à la naissance, alors qu'elle est probablement plus importante pour la taille définitive. Ça, c'est une constatation pour laquelle je n'ai pas d'explication. Donc voici un exemple de courbe. Parmi les courbes les plus recommandées pour les enfants prématurés, ce sont les courbes de Fenton, avec donc ici la taille, le périmètre crânien. Et vous voyez que ces courbes sont intéressantes parce qu'il y a le 3e, le 10e, le 50e, le 90e et le 97e percentile. Comme ça, ça met tout le monde d'accord sur les définitions et ces courbes sont très très bien documentées avec des Z-scores. Mais n'oublions pas qu'avec le temps, les paramètres ont changé au cours de la vie. Si l'on regarde par exemple, rien qu'aux États-Unis, le poids moyen entre 1970 et entre 1955 et 1975, il est passé de quelque chose de l'ordre de 3,220 kg à 3,300 kg. Et en France, il y a eu une augmentation un peu moins importante. Et si on regarde à ce qui s'est passé aux États-Unis entre les années 70-80 et les années 90-2000, il y a une augmentation considérable du poids de naissance. Donc il faut en tenir compte dans l'interprétation des courbes. Une très belle étude, c'est l'étude Interros avec une publication dans le Lancet qui a pris des références venant de beaucoup de pays. Vous voyez qu'on a pris à peu près 20 000 femmes venant du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de l'Italie, du Kenya, du Sultanat d'Oman, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces femmes avaient un âge moyen entre 26 ans et 29 ans au moment de leur accouchement, avec une taille qui allait de 1,57 m en Inde jusqu'à 1,65 m au Royaume-Uni, et un poids qui était de 57 kg en Inde, avec un maximum de 64,4 kg au Royaume-Uni. Et finalement, l'index de masse corporelle était le plus faible en Chine, 22,5 kg par mètre carré, et le plus élevé
à la fois au Kenya et dans le Sultana d'Oman à 24,1 kg par mètre carré. Donc des valeurs normales dans différents pays pour essayer d'établir des courbes de croissance. Et voilà ce qui a été établi, par exemple, pour les garçons et pour les filles. Vous avez ici les courbes de croissance. Donc vous voyez qu'au moment du terme, eh bien, le poids estimé est de l'ordre de environ 3,2 kg chez les garçons et un petit peu moins chez les filles. Il en est de même pour la taille, donc probablement autour de 49 à 50 cm, un petit peu moins pour les filles, même pour de courbe de pas. Idéalement, ceux qui publient sur la mise en place ou le développement de nouvelles courbes de croissance doivent donner ces éléments. Parce que il va y avoir après des méthodes de lissage, d'interprétation, et on doit bien savoir également quels sont les facteurs d'exclusion et ou au contraire d'inclusion. Nous avons effectué avec l'INSERM et Mme Mamel, qui est décédée maintenant à la fin des années 90, un travail sur des courbes de croissance. Et nous avons pris comme variable dépendante soit le poids de naissance, soit la taille de naissance, avec comme variable explicative ce que j'ai déjà énoncé, l'âge gestationnel, le sexe en naissance, l'âge, la taille et le poids habituel. Puis nous avons effectué une transformation logarithmique pour aboutir à des courbes de croissance individualisées. Et le point fort de ces courbes qui ont été publiées est que ce modèle de croissance explique 65% de la variance du poids de naissance, ce qui pour les statisticiens est très satisfaisant, et 55% de la variance de la taille de naissance. Et si on rajoute dans ces courbes le tabac et l'ethnie, le modèle n'est pas amélioré. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que quand on utilisait ces paramètres maternels, on avait probablement eu besoin de rajouter l'ethnie et le tabac. Et vous voyez par exemple qu'un garçon premier-né d'une mère de 22 ans, 47 kg, 1m52 à 40 semaines, le poids à la limite du 5e percentile, c'est 2590. Si c'est un deuxième-né d'une femme de 33 ans mesurant 1m74 pour 69 kg, la limite, c'est 2,990 kg. D'où l'importance d'avoir une définition rigoureuse où tout le monde s'entende qu'est-ce que c'est qu'un PAC, qu'est-ce que c'est qu'un retard de croissance intra-utérin. Sinon, c'est le fourre-tout et les études vont faire dire n'importe quoi. Le choix de la courbe de référence est important et point très important, pas de courbe spécifique pour les enfants issus de grossesses multiples. Je vous remercie. Donc, merci pour vraiment cet exposé qui nous pose la difficulté de classer les enfants de petit poids et de suivre par la suite le poids dans la bonne courbe. Donc s'il y a des questions dans la salle, donc on pourra les aborder. Sinon, j'ai pas mal de questions des multipédiatres qui nous suivent à distance. Volontiers. Alors on a des questions sur les enfants ayant une entérocolie, et notamment sur quelles sont les contre-indications formelles de l'alimentation orale chez le grand prématuré en dehors de l'entérocolite. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, un petit mot d'abord sur l'entérocolite. On sait maintenant qu'on a été très excessif pendant des années sur la durée du traitement antibiotique dans l'entérocolite décroisante quand il n'y a pas d'hémoculture positive. Et il ne faut certainement pas dépasser 5 jours d'antibiotiques et probablement pas 3 jours. Même si la CRP est élevée, qui dit entérocolite dit inflammation, donc forcément une CRP élevée. Ça, c'est la première remarque. En dehors de l'entérocolite, quelles sont les contre-indications à l'arrêt de l'alimentation entérale? Une distension abdominale trop importante. Quand vous avez un enfant qui a une distension abdominale très importante, il faut mettre son tube digestif au repos. Ah, ça, c'est absolument indispensable. Et à mon avis, c'est la seule contre-indication. L'autre contre-indication théorique, c'est les enfants à terme qui sont en hypothermie thérapeutique pour encéphalopathie hypoxique ischémique, mais on sort du cadre de la prématurité. Donc, l'entérocolite, évidemment, les malformations digestives de façon transitoire, et puis surtout l'enfant qui manifestement ne tolère plus l'alimentation, avec un abdomen très distendu et à l'ASP qui montre des anses figées, où il vaut mieux interrompre l'alimentation pendant quelques heures au moins. Alors, pour rester sur les entérocolites, il y a une question de la même personne, je pense M. Hamdi, qui nous dit en cas d'entérocolite, quand est-ce qu'on reprend l'alimentation orale? Eh bien, ça dépend. Donc, il faut tout dépend parce qu'il y a plusieurs degrés d'entérocolite.
Donc c'est sûr que vous avez une perforation digestive, ça va être un repos digestif pendant plusieurs jours. Si vous avez une entérocolite qui n'est traitée que médicalement, on peut éventuellement reprendre à partir du 5e jour. Les critères de reprise de l'alimentation sont individualisés. C'est l'état de l'enfant, son état général, l'état de son abdomen et éventuellement la radiographie. Et donc si au bout de 5 jours vous avez un enfant qui s'est bien amélioré, qui a un bon état général et qui a un abdomen qui est bien dévallonné, à ce moment-là vous pouvez reprendre très progressivement l'alimentation. Il vaut mieux reprendre relativement tôt avec des paliers et des petites quantités que de laisser un jeûne pendant des jours et des jours. Dans mon expérience, c'est quand même pas bien possible avant 5 jours post-début de l'entérocolite. Alors, il y a une question sur les contre-indications de la mise en place d'une alimentation parentérale avec des protéines et des lipides immédiatement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des contre-indications à instaurer? Non. Il n'y a pas de contre-indication. Pas de contre-indication. Même s'il y a une sepsis sévère, même s'il y a quoi que ce soit. Alors, si vous avez un sepsis sévère, il faut probablement diminuer les sucres et ne pas mettre de lipides. Voilà, ça c'est sûr. Mais un enfant qui naît à 25 semaines et qui arrive dans le service, il a sa perfusion dans les 2 heures qui suivent la naissance, avec 2 grammes kilo de sucre, à peu près 2 grammes kilo de protéines, 5 à 6 grammes kilo de sucre et 1 gramme kilo de lipides, ou 0,5 grammes kilo de lipides. Oui, par contre, lorsqu'il y a un état inflammatoire ou infectieux avec une CRP élevée, le système réticuleux endothélial dysfonctionne, il faut arrêter les lipides. De même que lorsque l'enfant est soumis à un geste chirurgical, il y a un certain stress, donc il faut arrêter les lipides, diminuer les sucres. On a une question dans la salle. Je voudrais savoir le choix du lait lorsqu'il y a une entérocolite. Est-ce qu'il y a un choix spécial? Et le choix des antibiotiques et la durée de traitement. Le choix du lait, c'est le lait maternel de première intention. Et si le lait maternel n'est pas possible, à ce moment-là, il faut utiliser un hydrolysa, c'est-à-dire un hydrolysa qui vous donne à la fois des peptides de petite taille, probablement inférieurs à 2000 kg d'aptone, et si possible avec une osmolarité faible. Et donc, par exemple, dans le service, on utilise volontiers du Nutramigène, avec 97% des peptides qui ont un poids moléculaire inférieur à 2000 kg d'aptone. Les antibiotiques, qu'est-ce que l'on craint dans une entérocolite nécrosante? Et le fait qu'il y ait soit une translocation bactérienne à l'occasion d'une muqueuse qui est fragilisée, soit un état septique qui le provoque. Et en général, il faut surtout couvrir des grammes moins. Donc notre antibiothérapie probabiliste, elle est céphalosporine de 3e génération adaptée à l'écologie du service, plus un anti-anaérobie de type métronidazole, par exemple, et plus un amyloside pendant 48 heures. Si l'hémoculture est stérile, la règle d'une prescription bactériologique, vous faites une hémoculture, une antibiothérapie probabiliste, à 48 heures de vie, l'hémoculture est stérile, en principe, il faut arrêter les antibiotiques. Dans l'entérocolite, notamment lorsque vous avez une leucopénie, on peut être un petit peu plus tolérant et aller jusqu'à 3 jours d'antibiotiques, voire 5 jours. Mais personnellement, je défends plutôt 3 jours que 5 jours, mais encore une fois, je fais partie des minoritaires. Est-ce qu'il y a un suivi biologique à l'arrêt des antibiotiques? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, la CRP va permettre de nous aider, mais il y a une inflammation extrêmement importante quand on voit en péropératoire l'aspect du muqueuse intestinale, l'inflammation est très importante. Donc la CRP, elle va être très élevée pendant 2-3 jours, mais au bout de 2-3 jours, elle va baisser un peu. Elle restera encore élevée, mais elle va baisser. Si elle baisse, c'est bon signe. Par contre, en fonction de l'évolution de l'entérocolite, si l'enfant va un peu moins bien, ça vaut la peine de refaire des CRP pour savoir si l'inflammation reprend ou s'il y a un risque d'infection. Vous avez parlé de l'absence d'intérêt de surveiller les résidus. Donc, c'est des grands crémats qu'on a avec des cendres gastriques, qu'on alimente. Donc, vous laissez la sonde en place et vous mettez du lait progressivement au moment opportun. Oui, au moment de l'alimentation. Alors, quand on met la sonde gastrique, par principe, on aspire toujours pour voir quel est l'aspect de l'estomac. Et si l'enfant n'a pas de signe digestif inquiétant, j'insiste là-dessus, s'il n'a pas de signe digestif inquiétant, il n'y a aucune étude qui ait pu montrer que de faire des résidus gastriques systématiques permettait d'éviter quoi que ce soit. Donc, nous n'en faisons pas dans le service depuis que j'étais interne chez M. Salle en 1982, donc vous voyez que ça remonte quand même à pas mal d'années, et nous avons la chance d'être un service
avec un taux d'entérocolite qui est plutôt plus faible que ce que l'on trouve dans la littérature. Il n'est pas nul, il est probablement de l'ordre de 3 à 4%. Mais il y a beaucoup de services qui déclarent 7 à 8%. Il y a certainement des services qui font mieux, c'est sûr, mais en ne surveillant pas les résidus, nous avons un taux d'entérocolite qui est relativement acceptable. En tout cas, qui n'est pas plus élevé que d'autres. Une question. Est-ce que l'aspect des ondes intestinales au niveau de l'ASP est un moyen de surveillance de l'entérocolite? Alors, si à partir du moment où il y a une entérocolite, il faut faire des ASP et des échographies par des radiologues entraînés assez régulièrement qui peuvent nous aider éventuellement pour voir arriver une complication et pour éventuellement décider d'un acte chirurgical. Donc oui, ces enfants qui ont une entérocolite prouvée, il faut un minimum de surveillance radiologique. Mais attention, quand vous avez une entérocolite, vous avez mal au ventre. Et donc ça ne sert à rien de palper le ventre 3 fois par jour s'il n'y a pas d'éléments nouveaux. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, ça ne sert à rien de faire une échographie systématique parce que le radiologue va arriver avec sa sonde, il va appuyer sur le ventre et l'enfant va avoir horriblement mal. Pensons tous à nous quand on a de temps en temps un épisode digestif viral ou autre, si on nous touche le ventre, on ne va pas aimer. Donc les enfants qui ont des entérocolites nécrosantes, il ne faut pas leur toucher le ventre et je dis toujours quand les chirurgiens viennent, je dis ok vous le regardez, mais je ne veux pas que vous leur touchiez le ventre. Vous regardez le ventre et s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, il ne faut pas toucher. S'il y a un élément nouveau, on va paraître une voussure, qu'on a une impression que la cercle remonte, bon, il faut palper tout simplement pour voir s'il n'y a pas quelque chose, un plastron, etc. Mais s'il n'y a pas d'élément nouveau, la palpation n'apporte rien et elle est douloureuse. Merci. S'il vous plaît, à quel moment on peut changer le lait d'hydrolysa par un lait prêt, c'est-à-dire un lait pour prématuré? Très compliqué. Je ne peux pas répondre intelligemment à cette question parce qu'il n'y a pas d'étude scientifique qui ait montré quoi que ce soit. Voilà. Donc, il y a 2 choses. 3 points, pardon. 1, le lait, l'hydrolysa n'est pas l'aliment préférentiel du prématuré. Là, c'est dit depuis les années 80. Donc, on ne doit pas alimenter des prématurés avec des hydrolysas, sauf pathologie particulière. 2, on peut dire que devant certaines situations, à risque, où on n'a pas de lait maternel, d'une part, et où on a l'impression que l'enfant soit fait un choc, soit une cardiopathie, soit se ballonne très très rapidement, on peut proposer transitoirement un relais par un hydrolysa. Et dès que la situation s'améliore, on reprend un lait standard pour prématuré. Maintenant, lorsqu'il y a une entérocolite ou une malformation digestive, atrésie du de la paroxysme, etc., nous avons l'habitude, nous, de les nourrir quand il n'y a pas de lait maternel avec des hydrolysas et de les laisser aux hydrolysas quasiment jusqu'à la fin du chenil. Bien ou pas bien, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut faire différemment, mais je n'ai pas d'éléments scientifiques pour vous répondre. Merci. On a une question sur Internet. Quelle est la place des suppléments vitaminiques chez les RCU? Alors, il n'y a pas plus de suppléments vitaminiques chez un RCU que chez un autre enfant. Si vous avez un enfant prématuré, il doit avoir des supplémentations vitaminiques. Un nouveau-né standard doit avoir une supplémentation en vitamine D. Et ce n'est pas parce qu'il est RCU qu'il y aura une supplémentation vitaminique différente. Et le fer? Il y a une question. Le fer? Justement, c'est la supplémentation en oligo-éléments, en particulier le fer. Alors, on a dit beaucoup de choses sur les apports en fer. Pendant longtemps, j'ai connu cette époque, on disait qu'il ne fallait pas donner du fer aux enfants prématurés parce qu'ils n'étaient pas capables de l'absorber. On sait que c'est totalement faux. Et donc, il faut des apports minimum en fer à débuter, pas forcément dès la naissance, mais relativement rapidement, de l'ordre de 2 mg kg jour, sauf les enfants qui reçoivent de l'érythropoïétine pour prévention de l'anémie tardive du grand prématuré. Mais pour donner de l'érythropoïétine, il faut probablement un âge gestationnel inférieur à 29 ou à 28 semaines. Et ceux-là doivent avoir des apports en fer qui montent jusqu'à 6 mg kg jour. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, on va clore cette session. Je tiens à remercier le professeur Olivier Valls pour ses apports vraiment très pratiques. Et merci d'être avec nous chaque session. Donc, pour tous les médecins qui nous suivent, qui sont sur la salle, je tiens à vous rappeler que nous avons demain matin une séance très intéressante de questions aux experts. Donc, je vous invite à être parmi nous.
Demain matin, Inch'Allah. Alors, demain, mais juste une petite question. Le lien pour demain matin, c'est le même que celui d'aujourd'hui? Tout à fait. Ok. Oui, effectivement. Et c'est 9h. Inch'Allah. Pardon.